Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, par Howard Zinn. Chapitre 17. Où bien explose-t-il? La révolte noire qui frappa le Sud comme le Nord dans les années 1950 et 1960 prit tout le monde de court. Il ne s'agissait pourtant pas d'une réelle surprise. La mémoire des opprimés ne s'efface jamais et le souvenir des événements qui la composent ne cesse de nourrir la révolte. La mémoire des Noirs américains était d'abord celle de l'esclavage, puis celle de la ségrégation, des lynchages et des humiliations subies. En fait, ce n'était pas seulement une question de mémoire, mais aussi de vécu présent bien réel, partie intégrante de la vie quotidienne des Noirs, génération après génération. Dans les années 1930, Langston Hughes écrivit un poème intitulé « Fresque sur Lenox Avenue ». Qu'advient-il d'un rêve suspendu? Se dessèche-t-il comme un raisin au soleil, ou sointe-t-il comme une plaie avant de disparaître? Est-ce qu'il pue comme la viande pourrie, ou se couvre-t-il d'une croûte sucrée comme un bonbon acidulé? Il tombe peut-être comme un fardeau trop lourd, ou bien explose-t-il? Dans une société aux modes de contrôle complexes, aussi brutaux que sophistiqués, les courants souterrains s'expriment souvent à travers les œuvres d'art. Le blues, si nostalgique, cachait la colère. Le jazz, pourtant si gai, bouillonnait de révolte. La poésie, enfin, révélait les sentiments. Dans les années 1920, Claude McKay, une des figures importantes de ce qui allait devenir la Harlem Renaissance, écrivit un poème que Henry Cabot Lodge intégra au Congressional Records comme une illustration des dangereux courants qui agitaient la jeunesse noire. Si nous devons mourir, que ce ne soit pas comme les pourceaux chassés et parqués dans un recoin sordide. En hommes, nous ferons face à la meute meurtrière et lâches, le dos au mur, agonisant, mais nous battant. Un poème de Countee Cullen, Incident, est une évocation, toujours différente mais pourtant toujours identique, de l'enfance noire en Amérique. Un jour à Baltimore, le cœur et l'esprit joyeux, je remarquai un gars du coin qui me regardait fixement. J'avais alors 8 ans et n'étais pas bien grand. Lui n'était pas plus grand que moi, alors je lui ai souri, mais il a tiré la langue et m'a appelé négro. J'ai tout vu de Baltimore, entre mai et décembre, mais de tout ce qu'il m'y est arrivé, c'est tout ce dont je me souviens. À l'époque de l'affaire des jeunes de Scottsboro, Cullen écrivit un poème plus dur, dans lequel il remarquait que les poètes blancs, qui se servaient parfois de leurs plumes pour protester contre certaines injustices flagrantes, restaient pour la plupart silencieux lorsqu'il s'agissait des Noirs. Maintenant c'est sûr, disais-je, les poètes vont chanter, mais ils n'ont rien dit. Pourquoi ? Même les signes les plus évidents de soumission, le comportement de l'oncle Tom devant les situations matérielles, le nègre rigolard ou servile sur les scènes de théâtre, l'autodérision, la couardise, dissimulaient le ressentiment, la colère, le dynamisme. Le poète noir Paul Laurence Dunbar écrivit « Nous portons le masque à l'époque des Black Minstrels, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Nous portons le masque qui grimace et ment, il dissimule nos joues et cache nos yeux. Nous chantons, mais la paille est sale, sous nos pieds le long de la route. Mais laissons le monde rêver autant qu'il veut, nous portons le masque. » Deux acteurs noirs de la même époque, Bert Williams et George Walker, reprenaient les rôles des minstrels en les détournant. Lorsqu'ils s'affichaient comme les deux vrais négros, ils tentaient, selon Nathan Huggins, de styliser et de donner une dignité comique à une fiction que les Blancs avaient créée de toutes pièces. Dans les années 1930, de nombreux poètes noirs tombèrent le masque. Langston Hughes écrivit « Moi aussi ». Moi aussi, je chante l'Amérique. Je suis le frère sombre. Il m'envoie manger à la cuisine quand il y a de la visite. Mais je rigole et je mange bien et je deviens fort. Demain, quand il y aura de la visite, je serai assis avec les autres. Gwendolyn Bennett écrivit de son côté. Je veux voir les petites filles noires se découper en noir sur fond de ciel au soleil couchant. Je veux entendre les chants autour d'un feu ardent d'une étrange race noire. Je veux sentir le surgissement de l'âme de mon malheureux peuple derrière le rire du minstrel. On peut également signaler la prose poétique de Margaret Walker et son For My People.
Qu'une nouvelle terre surgisse, qu'un nouveau monde naisse, qu'une paix sanglante s'inscrive dans le ciel, qu'une nouvelle génération pleine de courage prenne son essor, qu'un peuple épris de liberté se lève, qu'une beauté apaisante et une force prête à tout battent dans nos esprits comme dans nos veines, que l'on invente des chants martiaux et que les chants funèbres cessent, qu'une nouvelle race d'hommes advienne, maintenant, et qu'elle prenne les choses en main. En 1937, le grand romancier Richard Wright offrait dans son autobiographie Black Boy une mine d'informations précieuses. La manière dont, par exemple, on dressait les Noirs les uns contre les autres. L'auteur fut en effet contraint de se battre contre un autre jeune noir pour satisfaire aux désirs des Blancs. Black Boy fait sans complexe le récit de chaque humiliation, puis il déclare « Le Sud blanc prétendait connaître les négros, et j'étais ce que le Sud blanc appelait un négro. Eh bien, le Sud blanc ne m'a jamais connu, il n'a jamais su ce que je pensais, ce que je ressentais. Le Sud blanc disait que j'avais une place dans la vie. Eh bien, je n'ai jamais su quelle était cette place. Ou plutôt, mon instinct le plus profond m'avait toujours fait rejeter cette place que le Sud blanc m'avait assignée. Je ne m'étais jamais, en aucune façon, considéré comme un être inférieur. Et rien de ce qui avait pu sortir de la bouche des Blancs du Sud n'avait jamais pu me faire douter réellement de la valeur de ma propre humanité. Tout était là, dans la poésie, la prose, la musique, parfois dissimulée mais souvent d'une clarté évidente, les signes d'un peuple resté invaincu, attendant son heure. Dans Black Boy, Wright raconte encore comment, en Amérique, on faisait en sorte de réduire les jeunes noirs au silence. Mais il explique aussi que ressentent les Noirs vis-à-vis de la manière dont ils sont contraints de vivre. Qu'en disent-ils lorsqu'ils sont seuls entre eux? Il me semble qu'une seule phrase suffit pour répondre à cette question. Un liftier de mes amis m'a dit un jour « Bon Dieu, mec, s'ils avaient pas toute cette police et ce bon vieux lynchage, tout serait à feu et à sang ici-bas. » Richard Wright milita un temps dans les rangs du Parti communiste. Il raconte cette période de sa vie et ses désillusions dans son livre The God That Fired. Le parti était censé se préoccuper particulièrement de la question de l'égalité raciale. Dans les premières années de la Grande Dépression, lors de l'affaire des jeunes de Scottsboro, le parti s'associa à la défense de ces jeunes noirs du Sud injustement emprisonnés. Le Parti communiste était accusé par les libéraux et le NAACP d'exploiter cette affaire au profit de sa propre cause. Ce n'était pas tout à fait inexact, mais les Noirs étaient réalistes et savaient qu'il était assez difficile de trouver chez les Blancs des alliés exempts de toute arrière-pensée. D'un autre côté, certains communistes noirs du Sud, par exemple Hosea Hudson, leader noir des chômeurs de Birmingham, avaient suscité l'admiration de l'ensemble de la communauté noire en parvenant à organiser la mobilisation malgré les formidables obstacles qu'on leur avait opposés. En 1932, Angelo Herndon, un jeune géorgien noir de 19 ans qui avait travaillé dans les mines du Kentucky lorsqu'il était enfant et dont le père était mort de la maladie du charbon, avait rejoint à Birmingham un conseil des chômeurs organisé par le Parti communiste. Il écrivit plus tard « Toute ma vie, j'avais été exploité, humilié, tenu à l'écart. Je rampais au fond des mines pour quelques dollars par semaine et ma paie m'était volée ou amputée. Je voyais mourir mes camarades. Je vivais dans le pire quartier de la ville et je devais rester dans la section noire des tramways comme s'il y avait en moi quelque chose de particulièrement répugnant. On m'appelait sans cesse négro ou morico et je devais répondre « oui, monsieur » à tous les blancs, même à ceux que je méprisais. J'avais toujours détesté ça, mais je ne pensais pas qu'on puisse y faire grand-chose. Et puis j'ai découvert des organisations dans lesquelles les blancs et les noirs siégeaient ensemble, travaillaient ensemble et ne faisaient aucune distinction de race ou de couleur. Herndon devint l'un des responsables communistes d'Atlanta. Lui et ses camarades créèrent en 1932 les comités de quartier du Conseil des chômeurs qui finit par arracher des aides au logement pour les plus pauvres. Ils organisèrent une manifestation d'1 millier de personnes à laquelle participèrent 600 blancs. Le lendemain, le conseil municipal votait un budget d'assistance aux chômeurs de $6 000. Pourtant, immédiatement après cette décision, Herndon fut arrêté sans possibilité de communiquer avec quiconque. Il fut accusé d'avoir violé la législation anti-émeute de l'État de Géorgie. Il raconta plus tard comment, lors de son procès, le représentant de l'État de Géorgie fit lire au jury quelques passages des documents qu'on avait saisis chez lui. Ils m'ont interrogé encore et encore.
Est-ce que je pensais vraiment que les patrons et les gouvernements devaient payer des allocations aux chômeurs? Que les nègres devraient être les égaux des blancs dans tous les domaines? Est-ce que j'approuvais la revendication d'autodétermination de la Black Belt? Que les nègres devraient pouvoir gouverner le Black Belt en expulsant les propriétaires blancs et les autorités gouvernementales? Croyais-je vraiment que la classe ouvrière était capable de diriger elle-même les usines, les compagnies minières et le gouvernement? Les patrons étaient-ils totalement inutiles? Je leur ai dit que je pensais tout ça et bien d'autres choses encore. Herndon passa 5 ans en prison, jusqu'à ce que la Cour suprême décrète l'inconstitutionnalité de la loi au nom de laquelle il avait été condamné. Les gens comme Herndon, qui témoignaient déjà aux yeux des autorités du dangereux militantisme des Noirs, s'avéraient plus dangereux encore lorsqu'ils étaient liés au Parti communiste. D'autres individus liés au parti aggravaient le danger. Benjamin Davis, l'avocat noir qui avait défendu Herndon. Des personnalités d'envergure nationale, comme le chanteur-acteur Paul Robeson et l'universitaire et écrivain W.E.B. Du Bois, qui ne cachaient pas leur soutien et leur sympathie envers le Parti communiste. Les Noirs n'étaient pas aussi anticommunistes que les Blancs. Ils ne pouvaient pas se permettre ce luxe tant les alliés étaient rares. Ainsi, si les positions politiques de Herndon, de Dubois ou de Robeson étaient globalement stigmatisées par l'opinion nationale, leur esprit vindicatif inspirait tout de même la communauté noire. Le militantisme noir qui avait surgi çà et là pendant les années 1930 fut réduit à l'état de frémissement pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Amérique dénonçait le racisme chez les autres tout en maintenant chez elle la ségrégation, dans les forces armées comme dans l'industrie, où les Noirs ne pouvaient occuper que les emplois sous-payés. Mais lorsque la guerre prit fin, un phénomène nouveau vint raviver la question raciale, la toute première révolte des peuples d'Asie et d'Afrique. Le président Harry Truman fut contraint de reconnaître le problème au début de la guerre froide avec l'Union soviétique et lorsque les anciennes colonies, partout à travers le monde, se soulevèrent et menacèrent de se rallier au marxisme. Il fallut alors se confronter à la question raciale. D'une part pour apaiser une population noire enhardie par les promesses faites pendant la guerre, puis frustrée de ne rien voir venir, d'autre part, pour présenter au monde l'image d'une Amérique capable de répondre à la critique communiste permanente dénonçant la question raciale comme l'échec le plus flagrant de la société américaine. Ce que Dubois avait dit bien des années auparavant, sans réussir à se faire entendre, redevenait évident en 1945. La grande question du XXe siècle serait celle de la ségrégation raciale. À la fin de 1946, le président Truman mit en place un comité des droits civiques qui proposa que les prérogatives du Bureau des droits civiques du département de la justice soient étendues, que l'on crée une commission des droits civiques permanente et que le Congrès vote une loi interdisant les lynchages et toute nouvelle législation discriminante. Le comité suggérait en outre que de nouvelles lois soient votées pour mettre fin à la discrimination à l'emploi. Le comité de Truman révélait ouvertement ses motivations. Certes, déclarait-il, il existait une raison morale, un problème de conscience. Mais il y avait également une raison économique. En n'utilisant pas tous les talents disponibles, la discrimination coûtait cher au pays. Enfin, il existait de surcroît une raison d'ordre diplomatique. Notre position dans le monde de l'après-guerre est si cruciale pour l'avenir que la moindre de nos actions a de gigantesques répercussions. Nous ne pouvons pas nier que notre attitude sur la question des droits civiques est partout mise en cause. La presse écrite et radiophonique ne parle que de cela. Ceux qui proposent des philosophies concurrentes de la nôtre ont souligné, en les travestissant honteusement, nos imperfections. Ils essaient de démontrer que notre démocratie était un pur mensonge et que notre pays se fait l'oppresseur permanent des populations défavorisées. Cela peut sembler ridicule à nos compatriotes, mais il semble que nos amis s'en inquiètent sérieusement. Les États-Unis ne sont pas si forts et le triomphe final de la démocratie n'est pas si assuré que nous puissions nous permettre d'ignorer ce que le reste du monde pense de nous ou de notre attitude. Les États-Unis entreprirent donc quelques petites réformes censées avoir de grands effets. Le Congrès, en revanche, se refusa à voter les lois préconisées par le Comité des droits civiques. Néanmoins, talonné par le candidat du Parti progressiste Henry Wallace, Truman signa 4 mois avant les élections de 1948 un décret exigeant que l'armée, au sein de laquelle la ségrégation raciale continuait d'être pratiquée, mette en œuvre, aussi vite que possible, une politique d'égalité raciale.
Ce décret devait sans doute autant à la proximité des élections présidentielles qu'à la nécessité de préserver le moral des soldats noirs en cette période de guerre probable. Cette déségrégation des forces armées mit plus de 10 ans à se concrétiser. Truman aurait pu publier des décrets exécutifs dans d'autres domaines, mais il ne le fit pas. Les 14e et 15e amendements, à l'image des lois votées dans les années 1860-1870, donnaient au président toute autorité pour éliminer la discrimination raciale. Les constitutions exigeaient que le président applique la loi. Aucun président ne le fit jamais, pas plus Truman que les autres. Il demanda par exemple au Congrès de voter une loi qui proscrive la ségrégation dans les transports entre États. Cette loi existait déjà depuis 1887, mais n'avait jamais été appliquée. Dans le même temps, la Cour suprême faisait également quelques progrès. 90 ans après que la Constitution eût été amendée dans le sens de l'égalité raciale. Pendant la guerre, elle avait déclaré l'illégalité des primaires blanches, permettant d'exclure les Noirs du vote dans les primaires du Parti démocrate, qui elles-mêmes constituaient à cette époque les véritables élections dans le Sud. En 1954, la Cour abandonna définitivement la doctrine de l'égalité dans la séparation, qu'elle défendait depuis les années 1890. Le NAACP présenta plusieurs cas devant la Cour suprême pour lutter contre la ségrégation scolaire. Dans l'affaire Brown versus Board of Education, la Cour déclara que la ségrégation raciale des écoliers engendre un sentiment d'infériorité qui peut affecter les cœurs et les esprits de manière probablement définitive. Dans le domaine de l'enseignement public, ajoutait-elle, la doctrine dite de l'égalité dans la séparation n'a pas sa place. La Cour n'insistait pas pour que la situation change immédiatement. Un an après, elle demandait que la déségrégation s'applique avec toute la rapidité requise. 10 ans plus tard, en 1965, malgré toute la rapidité requise, plus de 75% des écoles du Sud continuaient de pratiquer la ségrégation scolaire. Cette décision était néanmoins spectaculaire. Aux États-Unis, en tout cas aux yeux de ceux qui ne se méfient jamais assez du fossé existant entre les intentions affichées et les faits avérés, elle passa pour un signe encourageant d'évolution. On fit alors savoir au reste du monde que le gouvernement américain avait aboli la ségrégation. Ce qui paraissait être aux yeux des autres une fulgurante avancée ne satisfaisait pourtant pas les Noirs. Au début des années 1960, ils se soulevèrent dans tout le Sud. À la fin des années 1960, ils étaient engagés dans de violentes émeutes qui secouèrent une centaine de villes du Nord. Elles troublèrent profondément tous ceux qui s'étaient empressés d'oublier les années d'esclavage et d'humiliation quotidienne qui s'exprimaient pourtant à travers la poésie, la musique, les explosions sporadiques de colère et, le plus souvent, le silence obstiné. La mémoire collective noire gardait aussi le souvenir de toutes les promesses faites, lois votées et décisions prises qui s'étaient révélées sans lendemain. Chez ce peuple, gardien d'une telle mémoire et confronté au bégaiement quotidien de l'histoire, la révolte était prête à éclater à tout moment, provoquée par une conjonction imprévisible d'événements. C'est ce qu'il advint fin 1955 à Montgomery, capitale de l'Alabama. 3 mois après son arrestation, Rosa Sparks, couturière âgée de 43 ans, expliquait pourquoi elle avait refusé d'obéir aux législations discriminantes de Montgomery sur la ségrégation dans les bus municipaux. Pourquoi, finalement, elle était allée s'asseoir dans la section blanche d'un bus. D'abord, j'avais travaillé dur toute la journée, et j'étais vraiment fatigué après cette journée de travail. Mon travail, c'est de fabriquer les vêtements que portent les Blancs. Ça ne m'est pas venu comme ça à l'esprit, mais c'est ce que je voulais savoir. Quand et comment pourrait-on affirmer nos droits en tant qu'être humain ? Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur m'a demandé quelque chose et que je n'ai pas eu envie de lui obéir. Il a appelé un policier, j'ai été arrêté et emprisonné. Les Noirs de Montgomery appelèrent à manifester. Ils décidèrent de boycotter les transports municipaux et la plupart d'entre eux, délaissant les cars de ramassage chargés de les conduire au travail, s'y rendirent à pied. La municipalité réagit en accusant et en emprisonnant une centaine d'organisateurs du boycott. Certains ségrégationnistes blancs se livrèrent à des violences. 4 bombes explosèrent dans des temples afro-américains. On déposa une bombe au domicile de Martin Luther King Jr., pasteur de 27 ans, né à Atlanta, et l'un des principaux responsables du boycott. Malgré toutes les violences, la communauté noire de Montgomery ne baissa pas les bras. En novembre 1956, la Cour suprême interdisait la ségrégation dans les transports municipaux.
Montgomery allait servir de modèle au vaste mouvement de protestation qui secourait le Sud pendant les 10 années suivantes. Rassemblements religieux pleins de ferveur, hymnes chrétiens adaptés aux luttes, référence à l'idéal américain trahi, engagement de non-violence, volonté farouche de lutter jusqu'au sacrifice. Un reporter du New York Times relata une réunion qui s'était déroulée à Montgomery pendant le boycott. Les uns après les autres, tous les responsables noirs mis en accusation ont pris la parole hier soir dans un temple baptiste bondé pour exhorter leurs camarades à ne pas prendre les bus municipaux et à marcher aux côtés de Dieu. Plus de 2000 noirs s'étaient entassés dans cette église, du sous-sol au balcon et jusque dans la rue. Ils chantaient, priaient, s'évanouissaient dans les travées à cause de la chaleur étouffante. Ils s'engageaient encore et encore à la résistance passive. Sous cette bannière, ils ont, pendant 80 jours, observé obstinément le boycott des bus municipaux. Lors de cette réunion, Martin Luther King donna un aperçu de ce talent oratoire qui allait bientôt entraîner des millions de gens à exiger avec lui la justice raciale. Il déclara que ce mouvement de protestation ne concernait pas seulement les bus, mais toutes ces choses qui s'enracinent dans les archives de l'histoire. Il ajoutait « Nous avons subi les humiliations, nous avons supporté les injures, nous avons été maintenus dans la plus profonde oppression, et nous avons décidé de nous dresser, armés de la seule protestation. C'est une des plus grandes gloires de l'Amérique que de garantir le droit de protester. Même si nous sommes arrêtés chaque jour, si nous sommes exploités chaque jour, si nous sommes piétinés chaque jour, ne laissez jamais quelqu'un vous abaisser au point de vous forcer à le haïr. Nous devons user de l'arme de l'amour, nous devons faire preuve de compassion et de compréhension envers ceux qui nous détestent. Nous devons réaliser que tant de gens ont appris à nous détester et qu'ils ne sont finalement pas totalement responsables de la haine qu'ils nous portent. Mais nous nous tenons au tournant de la vie et c'est toujours l'aube d'un nouveau jour. » L'insistance de Martin Luther King sur les notions d'amour et de non-violence fut particulièrement efficace pour faire naître un mouvement national de soutien de la part des Noirs comme des Blancs. Certains Noirs regrettaient cependant la naïveté du message. S'il existait certes des gens que l'on pouvait convaincre par l'amour, il en existait d'autres qu'il fallait combattre plus durement et pas toujours par la non-violence. 2 ans après le boycott de Montgomery, un ancien soldat du nom de Robert Williams, président du NAACP de Monroe, se rendit célèbre en expliquant que les Noirs devaient se défendre eux-mêmes contre la violence par les armes si nécessaire. Lorsque les hommes du Ku Klux Klan s'en prirent au domicile de l'un des responsables du NAACP, Williams et d'autres Noirs répliquèrent à coups de fusil. Le clan quitta bientôt les lieux. De la même manière, une attaque du clan contre une communauté indienne de Caroline du Nord avait été mise en déroute par des Indiens en armes. Néanmoins, au cours des années qui suivirent, les Noirs s'en tinrent à la non-violence. Le 1er janvier 1960, 4 jeunes gens du collège noir de Greensboro, Caroline du Nord, décidèrent d'aller déjeuner à la cafétéria du magasin Woolworth, où seuls les Blancs étaient admis. On refusa de les servir. Comme ils s'obstinaient, on ferma la cafétéria pour la journée. Ils revinrent le lendemain et les jours suivants. D'autres Noirs vinrent silencieusement se joindre à eux. La stratégie de sit-in se répandit au cours des 2 semaines suivantes dans une 50aine de villes de 5 États du Sud. Ruby Doris Smith, une jeune étudiante du Spelman College d'Atlanta, âgée de 17 ans, entendit parler des événements de Greensboro. Quand le comité des étudiants se mit en place, j'ai demandé à ma sœur aînée de m'inscrire sur la liste. Et lorsque 200 étudiants furent choisis pour la première manifestation, j'en étais. Je me suis mise dans la queue du self-service du Capitol State avec 6 autres étudiants. Quand on est arrivé à la caisse, ils n'ont pas voulu de notre argent. Le lieutenant-gouverneur est venu et nous a ordonné de partir. Comme on ne voulait pas, ils nous ont conduits en prison. Dans son appartement de Harlem, Bob Mose, un jeune professeur de mathématiques, vit une photo des manifestants de Greensboro dans les journaux. Les étudiants sur cette photo avaient un drôle de regard. Un mélange de colère, d'obstination et de résolution. Avant, les nègres du Sud semblaient toujours sur la défensive, craintifs. Cette fois, c'étaient eux qui prenaient l'initiative. Ils avaient à peu près mon âge et je savais que cela me concernait moi aussi. Les manifestants furent souvent brutalisés, mais la volonté de lutter contre la ségrégation résista à cette violence. Au cours des 12 mois suivants, plus de 50 000 personnes, pour la plupart des Noirs mais aussi quelques Blancs, participèrent à des actions de toutes sortes dans une centaine de villes. Plus de 3600 individus furent emprisonnés. À la fin de 1960, les restaurants de Greensboro et de bien d'autres villes étaient enfin accessibles aux Noirs. 1 an après les événements de Greensboro, un mouvement du Nord luttant pour l'égalité raciale,
Le CORE, entre parenthèses Congress of Racial Equality, organisa ce qu'on a appelé les Freedom Rides, au cours desquels blancs et noirs se rendaient ensemble en bus dans le sud, mettant ainsi en cause les pratiques discriminatoires des transports entre États. Ces pratiques étaient illégales depuis bien longtemps, mais les autorités fédérales n'avaient jamais contraint les États du Sud à appliquer la loi. Le président de l'époque, John F. Kennedy, semblait d'autant plus timide sur la question raciale qu'il était avant tout soucieux de s'assurer le soutien des dirigeants sudistes du Parti démocrate. Les deux bus qui quittèrent Washington D.C. le 4 mai 1961 à destination de la Nouvelle-Orléans n'y arrivèrent jamais. En Caroline du Sud, les voyageurs furent roués de coups et en Alabama, un bus fut incendié. Les Freedom Riders furent agressés à coups de poing et de barres de fer. La police du Sud, comme le gouvernement fédéral, ne fit rien pour empêcher ces violences. Des agents du FBI, présents en tant qu'observateurs, prirent des notes sans intervenir. C'est alors que les initiateurs de la stratégie du sit-in, qui venaient de former le Student Nonviolent Coordinating Committee, entre parenthèses SNCC, et pratiquaient un activisme non violent mais néanmoins militant, organisèrent une autre de ces Freedom Rides entre Nashville et Birmingham. Avant le départ, ils téléphonèrent au département de la justice pour demander une protection. Selon Ruby Doris Smith, le département avait répondu qu'il n'en était pas question, qu'il ne pouvait protéger personne, mais que si quelque chose arrivait, il mènerait une enquête. Vous voyez ce que je veux dire. Les voyageurs, blancs et noirs confondus, furent arrêtés à Birmingham, Alabama, et passèrent une nuit en prison, en les menant ensuite à la frontière du Tennessee. Ils revinrent cependant à Birmingham, puis prirent le car pour Montgomery, où ils furent copieusement matraqués par des Blancs. La bataille fut sanglante, le voyage prit fin à Jackson, au Mississippi. Lorsque ces Freedom Rides commencèrent à attirer l'attention de la presse internationale, le gouvernement devint attentif à prévenir toute violence future. Le ministre de la Justice, Robert Kennedy, plutôt que de rappeler le droit de voyager librement, accepta que les voyageurs soient arrêtés à Jackson en échange de la protection de la police du Mississippi. Dans Kennedy Justice, Victor Navasky note que Robert Kennedy n'hésitait pas à troquer la liberté constitutionnelle de mouvement des Freedom Riders contre la protection de leur droit à la vie. Une fois jetés en prison, ils ne se soumettaient pas pour autant. Ils résistèrent, protestèrent, chantèrent et exigèrent qu'on respecte leurs droits. Quelques années plus tard, Stokely Carmichael se souvenait qu'il avait chanté dans les cellules de la prison de Parchman, Mississippi. Lorsque le shérif les menaça de faire retirer leur matelas, j'ai sauté sur le matelas et j'ai déclaré « J'estime que nous y avons droit et je pense que vous êtes injuste. » Alors il a hurlé « Je ne veux pas écouter tes conneries, négro. » Et il m'a attaché par les poignets. Je voulais pas bouger, j'ai commencé à chanter un truc du genre « Je vais dire à Dieu comment tu me traites. » Et tout le monde a repris en chœur. Tyson ne savait vraiment plus où se mettre. Il a appelé ses collègues et a dit « Foutez-le là-dedans. » Puis il est sorti en claquant la porte. Tout le monde a pu garder son matelas. À Albany, Géorgie, une petite ville du sud profond où régnait encore une atmosphère digne de l'époque de l'esclavage, des manifestations furent organisées. Sur une communauté de 22 000 Noirs, près d'1 millier d'individus furent emprisonnés pour avoir manifesté, s'être rassemblés et avoir protesté contre la ségrégation et la discrimination. Dans cette manifestation, comme dans toutes celles qui avaient lieu dans le sud, on trouvait des enfants. Une nouvelle génération se formait sur le terrain. Le chef de la police d'Albany, relevant après une arrestation massive les noms des manifestants, se trouva devant un enfant de 9 ans à qui il demanda son nom. « Liberté, liberté !» répondit celui-ci. Il est impossible de mesurer l'effet que ce mouvement de protestation dans le Sud eut sur l'ensemble de la jeunesse noire de l'époque, ou même d'identifier le processus par lequel certains d'entre eux devinrent plus tard des militants et des leaders. Dans le comté de Lee, Géorgie, après les événements de 1961-1962, un adolescent noir du nom de James Crawford adhéra au SNCC et se mit à accompagner les Noirs dans les bureaux de vote du comté. Un jour, le responsable des listes électorales s'approcha de lui. Un autre membre du SNCC prit en note la conversation. Fonctionnaire. Qu'est-ce que vous voulez ? Crawford. J'accompagne cette dame pour qu'elle s'inscrive sur les listes. Fonctionnaire. Après lui avoir donné un document à remplir et l'avoir fait sortir de la salle. Pourquoi avez-vous amené cette femme ici ? Crawford. Parce qu'elle veut être une citoyenne à part entière, comme vous tous ici. Fonctionnaire. Qui es-tu pour accompagner les gens qui s'inscrivent ? Crawford. C'est mon boulot. Fonctionnaire. Imagine que tu prennes 2 balles dans la tête tout de suite. Crawford. Je finirai par mourir de toute façon.
Fonctionnaire. Si c'est pas moi qui le fais, je peux demander à quelqu'un d'autre. Pas de réponse. T'as les fois? Crawford. Non. Fonctionnaire. Imagine que quelqu'un passe la porte et te fasse sauter la tête, là, maintenant. Qu'est-ce que tu ferais? Crawford. Je ne pourrais rien faire. Mais si on me tire dans la tête, les gens viendront ici de tout le pays. Fonctionnaire. Quels gens? Crawford. Ceux pour qui je travaille. En 1963, à Birmingham, des milliers de Noirs se retrouvèrent dans la rue confrontés aux matraques de la police, aux gaz lacrymogènes, aux lances d'incendie. À la même période, dans le sud profond, les jeunes militants du SNCC, pour la plupart des Noirs mais aussi quelques Blancs, visitaient les communautés noires de Géorgie, de l'Alabama, du Mississippi et de l'Arkansas. Secondés par des personnalités noires locales, ils incitaient les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, à protester contre le racisme et à s'opposer courageusement à la violence. Le département de la justice fit état de 1412 manifestations en 3 mois au cours de l'année. Les emprisonnements furent innombrables, les bastonnades très fréquentes. La peur se réinstallait dans les communautés. Un jeune étudiant noir de 19 ans, Carvert Neblett, qui travaillait avec le SNCC dans le comté de Terrell, Géorgie, déclarait « J'ai parlé avec un aveugle qui est très intéressé par le mouvement des droits civiques. Il est avec le mouvement depuis le début. Bien qu'il soit aveugle, cet homme veut tout savoir sur l'alphabétisation. Imaginez un peu, alors que tant d'autres ont peur que les Blancs brûlent leurs maisons, les tuent ou les expulsent de chez eux, un vieil aveugle de 70 ans veut participer à nos réunions. » À l'approche de l'été 1964, le SNCC et d'autres groupes qui travaillaient ensemble pour les droits civiques et se voyaient confrontés à une recrudescence de violence décidèrent de faire appel à la jeunesse américaine pour attirer l'attention sur la situation au Mississippi. Dans cet État, comme dans bien d'autres, le FBI et les représentants du département de la justice assistaient en spectateurs aux événements au cours desquels les militants des droits civiques étaient battus et emprisonnés et les lois fédérales bafouées. Au début de juin 1964, le mouvement des droits civiques loua un théâtre à quelques pas de la Maison-Blanche. Des bus entiers de Noirs venus du Mississippi se rendirent à Washington pour témoigner des violences qu'ils y subissaient et du danger qui guettait les volontaires qui s'y rendaient. Des spécialistes de droit constitutionnel certifièrent que le gouvernement avait le pouvoir légal de les protéger contre de telles violences. Le procès-verbal de cette journée de témoignage fut adressé au président Johnson et au ministre de la Justice, Robert Kennedy, accompagné d'une demande de protection fédérale. Il n'y fut jamais répondu. 12 jours après cette réunion publique, 3 militants des droits civiques, un jeune noir du Mississippi, James Chaney, et 2 volontaires blancs, Andrew Goodman et Michael Schwerner, étaient arrêtés à Philadelphie, Mississippi. Après avoir été libérés en pleine nuit, puis enlevés et roués de coups, ils furent assassinés. Un témoignage permit finalement d'envoyer en prison le shérif, un shérif adjoint et quelques autres individus. Ces meurtres avaient eu lieu après les refus réitérés du gouvernement fédéral, sous Kennedy, sous Johnson, comme sous tout autre président des États-Unis, de protéger les Noirs contre les violences qu'ils subissaient. Le mécontentement contre le gouvernement s'accrut. Au cours de ce même été, lors de la Convention nationale des démocrates d'Atlantic City, New Jersey, des Noirs demandèrent à siéger avec la délégation du Mississippi pour représenter les 40% de Noirs de cet État. Les dirigeants libéraux-démocrates, parmi lesquels le candidat à la vice-présidente Hubert Humphrey, rejetèrent cette demande. Devant la révolte noire, les troubles et leurs répercussions internationales, le Congrès finit par réagir. Des lois sur les droits civiques avaient été votées en 1957, 1960 et 1964. Elles promettaient l'égalité devant le suffrage et devant l'emploi, mais étaient restées bien souvent lettres mortes. En 1965, le président Johnson présenta une loi sur le droit de vote que le Congrès renforça et vota. Elle garantissait la protection fédérale du droit de s'inscrire sur les listes électorales et du droit de vote. Les effets de cette loi furent spectaculaires. En 1952, 1 million de Noirs étaient inscrits sur les listes électorales. Dans les États du Sud, 20% de ceux qui avaient le droit de vote. En 1964, le nombre passait à 2 millions. En 1968, ils étaient 3 millions, 60%, le même pourcentage que chez les électeurs blancs. Le gouvernement fédéral essayait, sans pour autant engager de véritables changements, de maîtriser une situation explosive. Il fallait canaliser cette colère par les mécanismes classiques d'apaisement. Vote, pétition et manifestations autorisées.
quand les responsables noirs du mouvement des droits civiques décidèrent d'organiser une gigantesque marche sur Washington à l'été 1963 pour protester contre l'incapacité de la nation à résoudre la question raciale, le président Kennedy et les autres dirigeants nationaux s'empressèrent de récupérer le projet et le transformèrent en rassemblement œcuménique. C'est à cette occasion que Martin Luther King fit devant 200 000 Américains blancs et noirs son fameux discours « I have a dream ». Discours superbe, certes, mais totalement dénué de cette colère que ressentaient de nombreux noirs. John Lewis, un jeune responsable du SNCC, originaire d'Alabama, qui avait été arrêté et battu de nombreuses fois, tenta d'exprimer ce sentiment d'indignation. Il en fut empêché par les organisateurs de la marche qui insistèrent pour qu'il renonce à certaines critiques très dures sur le gouvernement et à ses appels à l'action directe. 18 jours après le rassemblement de Washington, comme une expression du mépris affiché envers cette modération, une bombe explosait dans le sous-sol d'une église noire à Birmingham, tuant 4 fillettes qui assistaient au catéchisme. Si le président Kennedy avait apprécié la profonde ferveur et la dignité calme de la marche, le militant noir Malcolm X était probablement plus en accord avec les véritables sentiments de la communauté noire. À Détroit, 2 mois après la marche sur Washington et l'attentat de Birmingham, Malcolm X déclarait dans son style rythmé, puissant et incisif. Les Noirs étaient là, dans les rues. Ils discutaient de leur projet de marche sur Washington. Ils allaient marcher sur Washington, sur le Sénat, sur la Maison-Blanche, sur le Congrès, et leur lier les mains, les forcer à s'arrêter et à empêcher le gouvernement de fonctionner. Ils disaient même qu'ils iraient à l'aéroport et s'allongeraient sur les pistes pour empêcher les avions d'atterrir. Je dis juste ce qu'ils disaient. C'était la révolution. Oui, c'était la révolution noire. C'était le peuple, là, dans la rue. Les Blancs avaient une peur bleue, le pouvoir blanc à Washington DC avait une peur bleue. J'étais là. Quand ils ont compris que ce bulldozer noir allait descendre vers la capitale, ils ont appelé. Ces responsables noirs que vous respectez tant et leur ont dit. Arrêtez tout. Kennedy a dit. Écoutez, vous laissez aller les choses un peu trop loin. Et le vieux Tom a répondu. Patron, je peux pas l'arrêter parce que c'est pas moi qui l'ai démarré. Je vous dis ce qu'ils ont dit. Je suis même pas dans le coup, alors vous pensez si j'y peux quelque chose. Ils disaient, ce sont ces nègres qui font les choses par eux-mêmes. Ils se débrouillent sans nous maintenant. Alors l'autre vieux renard a dit, si vous êtes pas dans le coup, moi je vais vous y mettre. Je vais vous mettre à la tête de tout ça. Je le prendrai à mon compte, j'approuverai. J'aiderai et même j'en serai. C'est ce qu'ils ont fait avec la marche sur Washington. Ils y sont allés eux aussi. Sont devenus partie prenante de la marche et puis ont ramassé la mise. Et puisqu'ils dirigeaient, tout ça a perdu toute énergie militante. Plus de colère, plus de pression, plus de radicalité. D'ailleurs, ce n'était même plus une marche, c'était un pique-nique, un véritable cirque. Rien qu'un cirque avec les clowns et tout le tralala. Mieux encore, c'était une trahison, un coup d'État. Ils contrôlaient tout cela, si bien qu'ils ont dit à tous ces nègres quand il fallait arriver en ville, où s'arrêter, quels signes distinctifs porter, quelles chansons chanter, ce qu'ils pouvaient dire. Après, ils les ont renvoyés se coucher. La pertinence de cette description ironique de l'événement est avérée par celle qu'en fit l'autre camp, celui des autorités, par l'intermédiaire du conseiller à la Maison-Blanche, Arthur Schlesinger, dans son livre A Thousand Days. Il y rappelle que Kennedy avait rencontré les leaders des mouvements pour les droits civiques afin de les prévenir que la marche créerait une atmosphère de chantage au moment même où le Congrès s'apprêtait à voter une loi sur les droits civiques. A. Philip Randolph répondit que les Noirs étaient déjà dans la rue, il serait quasiment impossible de les faire rentrer chez eux. Schlesinger affirme que la rencontre avec le président persuada les leaders noirs de ne pas assiéger le Capitole. Il décrit ensuite la marche sur Washington puis conclut. C'est ainsi que, en 1963, Kennedy réussit à intégrer la Révolution noire dans la coalition démocratique. Mais cela ne réussit pas. Les Noirs pouvaient difficilement s'intégrer à la coalition démocratique quand les bombes continuaient d'exploser dans les lieux de culte et que les nouvelles lois sur les droits civiques ne changeaient fondamentalement rien à leurs conditions. Au printemps 1963, le taux de chômage des Blancs était de 4,8%. Il atteignait les 12,1% chez les non-blancs. Si l'on en croit les estimations gouvernementales, un cinquième de la population blanche vivait en dessous du seuil de pauvreté, contre 50% de la population noire. Les décrets sur les droits civiques insistaient sur le droit de vote, mais le vote n'était certes pas la solution appropriée au problème du racisme et de la pauvreté. Les Noirs de Harlem, qui votaient déjà depuis des années, continuaient de vivre dans des taudis infestés de rats. Ce fut précisément pendant ces années 1964-1965, au cours desquelles le Congrès vota les lois sur les droits civiques, qu'eurent lieu de nombreuses émeutes à travers tout le pays.
En Floride, après l'assassinat d'une femme noire et une menace d'attentat à la bombe contre un lycée noir. À Cleveland, lorsqu'un prédicateur noir fut tué alors qu'il protestait pacifiquement contre la discrimination raciale dans la profession du bâtiment. À New York, quand un jeune noir de 15 ans fut abattu au cours d'une altercation avec un policier en dehors de son service. Rochester, Jersey City, Chicago et Philadelphie connurent également des émeutes. En août 1965, alors que Lyndon Johnson signait l'importante loi sur le droit de vote qui garantissait la protection fédérale des Noirs lors de leur inscription sur les listes électorales, le ghetto noir de Watts, à Los Angeles, se souleva et fut le théâtre des plus violentes émeutes urbaines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces émeutes répondaient à la brutale arrestation d'un jeune conducteur noir, le matraquage d'un témoin oculaire et l'arrestation d'une jeune femme injustement accusée d'avoir craché sur les policiers. Les émeutiers occupèrent les rues, puis brûlèrent et pillèrent les boutiques. Appelés à la rescousse, la police et la garde nationale firent usage de leurs armes. 34 morts, pour la plupart des Noirs, des centaines de blessés et 4000 arrestations. Robert Conant, un journaliste de la côte ouest, écrivit dans son livre « Rivers of Blood, Years of Darkness ». À Los Angeles, les Noirs déclaraient qu'ils ne tendraient plus jamais l'autre joue, que frustrés et piqués à vif, ils se défendraient, même si la violence n'était pas forcément la meilleure solution. À l'été 1966, les émeutes se multiplièrent. Jets de pierre, pillages et incendies de la part des Noirs de Chicago et fusillades de la part des gardes nationaux. 3 Noirs y perdirent la vie, dont un jeune garçon de 13 ans et une jeune fille de 14 ans qui attendait un enfant. À Cleveland, où la garde nationale avait reçu pour mission de mater une révolte de la communauté noire, 4 Noirs furent abattus, 2 par des soldats et 2 par des civils blancs. Il paraissait évident, désormais, que la non-violence du mouvement, qui pouvait être considérée comme stratégiquement nécessaire dans la situation spécifique du Sud, où elle permettait d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale sur la ségrégation sudiste, ne résolvait pas le problème de la misère dans les ghettos noirs. En 1910, 90% des Noirs vivaient dans le Sud, mais en 1965, 81% de la récolte de coton dans le delta du Mississippi s'effectuait à l'aide de machines. Entre 1940 et 1970, 4 millions de Noirs connurent l'exode rural. En 1965, 80% des Noirs vivaient dans les villes et 50% d'entre eux habitaient dans le Nord. Une nouvelle attitude prenait corps au sein du SNCC et parmi de nombreux militants noirs. Un jeune écrivain noir, Julius Lester, évoque cette désillusion. « Maintenant c'est fini. L'Amérique a eu plusieurs fois l'occasion de montrer ce que signifiait réellement « tous les hommes ont été dotés de certains droits inaliénables ». Maintenant c'est fini. Ce n'est plus l'heure d'entonner des hymnes à la liberté et de répondre aux balles et aux matraques par l'amour. L'amour est fragile et doux et demande une réponse du même type. Ils ont chanté « J'aime tout le monde » en esquivant de justesse les briques et les bouteilles qu'on leur jetait. Désormais ils chantent « Trop d'amour, rien ne tue tant un nègre que trop d'amour ». Ce fut en 1967 qu'éclatèrent dans les ghettos noirs du pays les plus importantes émeutes urbaines de l'histoire des États-Unis. Selon le rapport du National Advisory Committee on Urban Disorder, elles impliquaient des Noirs s'en prenant aux symboles locaux de la société blanche américaine, symboles de l'autorité et de la propriété dans les quartiers noirs, plus qu'aux personnes elles-mêmes. Le comité faisait état de 8 émeutes majeures, 33 soulèvements, sérieux mais de moindre envergure, et 123 désordres mineurs. 83 personnes habitant pour la plupart Détroit et Newark furent tuées. L'immense majorité des individus tués ou blessés au cours de l'ensemble de ces événements étaient des civils noirs. Selon ce rapport, l'émeutier standard était jeune, avait abandonné les études mais était néanmoins plus cultivé que ses voisins noirs ne participant pas au désordre, et le plus souvent sous-employé ou employé à un poste subalterne. Il était généralement fier de sa race, extrêmement hostile aux blancs et aux noirs de la classe moyenne, et bien que s'intéressant à la politique, extrêmement méfiant envers le système. Le rapport accusait le racisme blanc d'être à l'origine de ces émeutes et identifiait les ingrédients du mélange explosif qui régnait dans les villes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La discrimination généralisée, la ségrégation à l'emploi, dans les écoles et dans l'attribution des logements, et la concentration accrue des populations noires déshéritées dans les plus grandes villes entraîne une crise grandissante des équipements et des services ainsi qu'une incapacité à répondre aux besoins fondamentaux des personnes. Dans ce nouvel état d'esprit qui s'est répandu chez les Noirs, particulièrement chez les jeunes, l'estime de soi et la fierté de la race ont remplacé l'apathie et la soumission au système. Mais ce rapport lui-même était un des instruments classiques utilisés par le système lorsqu'il est menacé par la rébellion. Mettre en place un comité et publier un rapport.
Ce rapport, même sans effet pratique, était censé apaiser la révolte. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Le mot d'ordre était désormais Black Power, c'est-à-dire l'expression d'une méfiance à l'égard de tout progrès offert ou accordé aux Noirs par les Blancs, un rejet du paternalisme. Peu de Noirs, et tout aussi peu de Blancs d'ailleurs, connaissaient ces propos de l'écrivain blanc Aldous Huxley. Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. C'est pourtant ce que signifiait le Black Power. Outre une certaine fierté de race, l'accent mis sur l'indépendance des Noirs et souvent même sur l'idée du séparatisme. Malcolm X fut sans conteste le porte-parole le plus convaincant de cette mouvance. Après son assassinat en 1965, dont les causes restent aujourd'hui encore obscures, il fit figure de véritable martyr. Des centaines de milliers de personnes lurent son autobiographie au point qu'il devint plus influent mort qu'il ne l'avait été de son vivant. Si Martin Luther King continuait d'être respecté, il fut peu à peu supplanté par de nouveaux héros. Par exemple, Wayne Newton des Black Panthers. Ces derniers avaient des armes et prônaient l'autodéfense. À la fin de 1964, Malcolm X s'était adressé à des étudiants du Mississippi qui visitaient Harlem. Vous obtiendrez la liberté en faisant savoir à votre ennemi que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir votre liberté. Ce n'est qu'alors que vous l'obtiendrez. C'est le seul moyen de l'obtenir. Si vous agissez ainsi, ils vous traiteront de négro enragé, ou plutôt de noir enragé, car ils ne disent plus négro. Ou bien ils vous qualifieront d'extrémiste ou de révolutionnaire, ou de traître ou de rouge ou de radicaux. Mais si vous êtes suffisamment nombreux à être radicaux et que vous le restez suffisamment longtemps, vous obtiendrez votre liberté. Le Congrès réagit aux émeutes urbaines de 1967 en votant une nouvelle loi sur les droits civiques en 1968. Cette loi était censée renforcer la législation contre les violences commises à l'encontre des Noirs. Si elle alourdissait les sanctions prises contre ceux qui privaient les Noirs de leurs droits civiques, elle précisait néanmoins que les dispositions de cette loi ne s'appliqueraient pas aux actes ou négligences commis par les officiers du maintien de l'ordre, les membres de la garde nationale, les soldats des forces armées américaines qui auraient été engagés dans la lutte contre les émeutes ou les désordres civils. En outre, cette loi comportait également une section, concédée par les libéraux du Congrès, qui prévoyait 5 ans d'emprisonnement pour quiconque se déplacerait d'un État à un autre ou utiliserait les services fédéraux, dont la poste et le téléphone, pour organiser, promouvoir, encourager ou participer à une émeute. La définition de l'émeute était la suivante: tout acte commis par 3 personnes ou plus présentant des risques de violence. La première personne poursuivie dans le cadre de cette loi sur les droits civiques fut un jeune responsable noir du SNCC, H. Rap Brown, qui avait fait un discours furieux dans la ville de Maryland avant que n'y éclatent des émeutes raciales. Plus tard, cette loi allait être également utilisée contre des manifestants pacifistes à Chicago, les 8 de Chicago. Martin Luther King lui-même s'inquiétait de plus en plus des problèmes générés par la pauvreté que les lois sur les droits civiques ignoraient. Au printemps 1968, il s'emporta contre la guerre du Vietnam malgré le conseil de certains dirigeants noirs qui craignaient de perdre des alliés à Washington. Il établissait un lien direct entre la guerre et la pauvreté. Nous devons inévitablement soulever la question du tragique renversement des priorités. Nous dépensons tout cet argent pour la mort et la destruction alors que nous n'en accordons pas assez pour la vie et le développement. Lorsque les armes de guerre deviennent une obsession nationale, les impératifs sociaux en souffrent inévitablement. Dès lors, King devint une des cibles privilégiées du FBI, qui enregistrait ses conversations téléphoniques privées, lui envoyait de fausses lettres de menaces, le menaçait directement, le faisait chanter et lui conseillait même dans une lettre anonyme de se suicider. Certains rapports internes du FBI prouvent que l'on a tenté un moment de lui trouver un remplaçant parmi les dirigeants noirs. Comme le constate un rapport sénatorial de 1976, le FBI cherchait à détruire le révérend Martin Luther King. King s'intéressait à des questions trop délicates. Il continuait de prôner la non-violence. Il pensait que les émeutes nuisaient à la cause, mais elle exprimait un état d'esprit qu'il ne pouvait pas ignorer. La non-violence, déclarait-il, ne pouvait être qu'un acte militant de masse. Il envisageait un campement des pauvres à Washington, cette fois-ci sans le consentement paternaliste du président. Un jour qu'il était à Memphis, Tennessee, pour apporter son soutien à une grève des éboueurs, il fut assassiné sur le balcon de son hôtel par un tireur non identifié. Le campement des pauvres eut tout de même lieu, mais fut finalement dispersé par les forces de police, exactement comme la Bonus Army des vétérans de la Première Guerre mondiale l'avait été en 1932. L'assassinat de Martin Luther King entraîna de nouvelles émeutes urbaines à travers tout le pays. 39 personnes, dont 35 noirs, furent tuées.
Un faisceau de preuves démontrait que malgré toutes les lois sur les droits civiques désormais en vigueur, les tribunaux ne protégeaient jamais les Noirs contre la violence et l'injustice. 1. En 1967, au cours des émeutes de Détroit, 3 adolescents noirs avaient été assassinés au Algiers Motel. 3 policiers de Détroit et un surveillant noir furent jugés pour ce triple meurtre. La défense finit par reconnaître que les 4 hommes avaient tué 2 des victimes. Ils furent néanmoins acquittés par le jury. 2. À Jackson, Mississippi. Au printemps 1970, la police effectua un tir de barrage de 28 secondes à l'aide de fusils et de mitraillettes sur le campus du Jackson State College. 400 balles furent tirées sur le dortoir des filles, faisant 2 morts parmi les étudiants noirs. Un grand jury local estima que l'assaut était parfaitement justifié, et le juge Harold Cox, nommé par Kennedy, déclara que les étudiants qui se livraient à des désordres publics devaient s'attendre à être blessés, voire tués. 3. À l'hôpital de Boston, en avril 1970. Un policier tua de 5 balles un noir désarmé qu'il avait frappé avec une serviette. Le policier fut acquitté par le président du tribunal de Boston. 4. En mai 1970, à Augusta, Géorgie. 6 noirs furent tués au cours d'émeutes accompagnées de pillages. Le New York Times rendit compte de l'affaire en ces termes. Un rapport confidentiel émanant des forces de police affirme que 5 des victimes au moins auraient été tuées par la police. Un témoin oculaire de ces incidents mortels affirme qu'il a pu voir un policier noir et son collègue blanc tirer dans le dos d'un homme suspecté de se livrer au pillage. Selon Charles A. Wright, un homme d'affaires de 38 ans, les policiers n'auraient fait aucune sommation. 5. En avril 1970, un jury fédéral de Boston estimait qu'un policier avait fait un usage excessif de la force contre 2 soldats noirs de Fort Devens. L'un des 2 hommes avait 12 points de suture au cuir chevelu. Le juge condamna le policier à $3 de dommages et intérêts. Il s'agissait de cas banals, sans cesse répétés tout au long de l'histoire du pays. Des événements sporadiques mais réguliers, nés du racisme ancré dans les institutions et dans la mentalité nationale. Pourtant, il pouvait également s'agir d'un véritable plan contre les militants noirs élaboré par les forces de police et le FBI. Le 4 décembre 1969, peu avant 5 heures du matin, une patrouille de la police de Chicago armée de mitraillettes et de fusils envahissait un appartement où vivaient des Black Panthers. Ils tirèrent entre 80 et 200 coups de feu dans l'appartement, tuant sur son lit un militant âgé de 21 ans, Fred Hampton, et un de ses camarades, Mark Clark. Des années plus tard, on découvrirait qu'un indicateur, placé par le FBI au sein des Black Panthers, avait fourni à la police un plan de l'appartement signalant l'endroit où dormait Fred Hampton. Le gouvernement se tournait-il à présent vers le meurtre et le terrorisme parce que les concessions, les lois, les beaux discours, voire la récupération par le président Johnson de l'hymne des droits civiques « We shall overcome » ne servaient à rien. On apprit plus tard que pendant toute la période du mouvement des droits civiques, au moment même où le gouvernement faisait des concessions par le biais de lois votées au Congrès, il menait par l'intermédiaire du FBI une politique de harcèlement et de destruction des groupes activistes noirs. Entre 1956 et 1971, le FBI mena un programme de renseignement, le COINTELPRO, qui organisa quelques 295 opérations contre ces groupes. Mais l'activisme noir semblait particulièrement vivace. Selon un rapport confidentiel du FBI adressé au président Nixon en 1970. Un récent sondage indique que près de 25% de la population noire a un profond respect pour l'action du Black Panthers Party, et cela est particulièrement vrai pour 43% des Noirs de moins de 21 ans. Sans doute craignait-on que les Noirs ne se détournent du terrain éminemment contrôlable de l'élection pour s'intéresser de plus près aux conflits de classe entre les riches et les miséreux. En 1966, à Greenville, Mississippi, 70 Noirs totalement démunis occupèrent un baraquement abandonné de l'armée de l'air jusqu'à ce qu'ils en soient expulsés par les soldats. Une femme du voisinage, Unita Blackwell, déclara à cette occasion « Pour moi, le gouvernement fédéral a prouvé qu'il ne se soucie absolument pas des pauvres. Tout ce que nous avons exigé pendant toutes ces années a été écrit noir sur blanc, mais sans jamais devenir réalité. Nous, les pauvres du Mississippi, on en a marre. On en a marre, alors on va se prendre en main, parce que le gouvernement ne nous représente pas. » Des émeutes de Détroit en 1967 était née une organisation destinée à encadrer les travailleurs noirs en vue de bouleversements révolutionnaires. La Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires resta en activité jusqu'en 1971 et mobilisa des milliers de personnes à Détroit. Ce nouvel aspect du militantisme noir était plus dangereux que le mouvement des droits civiques parce qu'il risquait d'unir les travailleurs noirs et blancs autour de la question générale de l'exploitation sociale.
En novembre 1963, A. Philip Randolph s'était exprimé devant la convention de l'AFL-CIO sur le mouvement des droits civiques. Les protestations des Noirs aujourd'hui ne sont que les premiers soubresauts de la sous-classe. Les Noirs sont aujourd'hui dans la rue, mais les autres chômeurs, toutes races confondues, viendront les y rejoindre. On tenta de faire avec les Noirs ce qu'on avait fait de tout temps avec les Blancs, intégrer un petit nombre d'entre eux dans le système en leur offrant des avantages économiques. On évoqua le capitalisme noir. Des dirigeants de la NAACP et du CORE furent invités à la Maison-Blanche. James Farner, entre parenthèses CORE, un ancien militant des Freedom Rides, se vit offrir un poste dans l'administration Nixon. Floyd McKissick, entre parenthèses CORE, reçut un prêt gouvernemental de 14 millions de dollars pour mener à bien un projet de logement en Caroline du Nord. Lyndon Johnson avait confié des postes à quelques Noirs au sein de l'Office on Economic Opportunity. Nixon, pour sa part, mit sur pied un Office of Minority Business Enterprise. La Chase Manhattan Bank et la famille Rockefeller qui la contrôlait s'attachèrent plus particulièrement au développement du capitalisme noir. Les Rockefeller avaient toujours patronné financièrement la Urban League et exercé une forte influence sur l'éducation des jeunes noirs à travers le soutien qu'ils apportaient au Collège noir du Sud. David Rockefeller tenta de persuader ses collègues capitalistes. À court terme, le soutien financier apporté aux entreprises détenues par des Noirs ne porterait sans doute pas ses fruits, mais il était néanmoins nécessaire de créer un environnement dans lequel ces entreprises pourraient continuer de faire des profits pour les 4, 5, voire 10 années à venir. Malgré cela, la présence des Noirs dans les affaires restait ridiculement limitée. La plus grande entreprise noire, Motown Industries, présentait un chiffre d'affaires de 45 millions de dollars en 1974, alors que celui d'Exxon Corporation, par exemple, s'élevait pour sa part à 42 milliards de dollars. Les entreprises dirigées par des Noirs ne comptaient que pour 0,3% du chiffre d'affaires global des entreprises américaines. S'il n'y avait que très peu d'avantages réels dans ce domaine, elles étaient en tout cas incroyablement médiatisées. Le fait de voir plus de visages noirs dans les journaux et à la télévision créait un sentiment de changement et permettait la récupération d'un bon nombre de leaders noirs. De nouvelles voix s'élevèrent contre ce phénomène. Robert Allen, par exemple, écrivit dans son livre Black Awakening in Capitalist America. Si la communauté dans son ensemble doit en tirer profit, alors l'ensemble de la communauté doit s'organiser afin de gérer collectivement son économie interne et ses relations commerciales avec l'Amérique blanche. Le milieu noir des affaires doit être traité et géré comme un bien social appartenant à l'ensemble de la communauté noire et non comme une propriété privée d'individus ou de groupes restreints d'individus. Cela exige le démantèlement des relations de propriété au sein de la communauté noire et leur remplacement par une économie collective planifiée. Dans un fascicule distribué à Boston en 1970, pour Black Woman, Patricia Robinson évoquait de son côté le lien entre domination masculine et capitalisme. Elle affirmait que la femme noire est aux côtés de tous les déshérités du monde et se retrouve dans leur combat révolutionnaire. Elle déclarait encore que si la femme noire et pauvre n'avait jamais par le passé remis en question le système social et économique, elle commençait désormais à remettre en question les abus de la domination masculine et la hiérarchie de classe qui la confortent, c'est-à-dire le capitalisme. Une autre femme, Margaret Wright, affirmait qu'elle ne se battrait pas pour l'égalité avec les hommes si cela devait signifier égalité dans le meurtre ou au sein d'une société concurrentielle. Je ne veux pas me mettre en concurrence sur un foutu niveau d'exploitation. Je ne veux exploiter personne, je veux juste le droit d'être noir et d'être moi-même. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le système faisait tout ce qu'il pouvait pour contenir l'effrayante capacité explosive des émeutes noires. Les Noirs votaient en grand nombre dans le Sud. Lors de la Convention démocrate de 1968, 3 délégués noirs participèrent à la délégation du Mississippi. En 1977, plus de 2000 Noirs occupaient des fonctions dans les administrations de 11 États du Sud. En 1965, ils n'étaient que 72. On comptait 2 membres noirs au Congrès, 11 sénateurs, 95 représentants à la Chambre, 267 délégués de comté, 76 maires, 884 conseillers municipaux, 18 shérifs ou chefs des forces de police et 508 membres de conseils d'école. Il s'agissait là d'un progrès spectaculaire, mais les Noirs, qui représentaient 20% de la population du Sud, n'y occupaient toujours que 3% à peine des fonctions électives.
Un journaliste du New York Times, observant la nouvelle situation en 1977, remarquait que les Blancs conservaient presque toujours le pouvoir économique, même lorsque les Noirs détenaient des fonctions municipales importantes. Après que Maynard Jackson fut devenu maire d'Atlanta, le milieu blanc des affaires a continué d'exercer son influence. Ces Noirs du Sud, qui pouvaient se permettre de fréquenter les restaurants et les hôtels des quartiers chics, n'étaient plus rejetés pour la couleur de leur peau. De plus en plus de Noirs fréquentaient les collèges et les universités, les écoles de droit et de médecine. Dans les villes du Nord, on organisa même un système de ramassage scolaire pour imposer une mixité scolaire malgré la survivance de la ségrégation raciale dans le domaine du logement. Cependant, rien de tout cela ne put arrêter ce que Frances Piven et Richard Cloward, dans leur livre Poor People's Movement, appellent la destruction de la classe populaire noire. Chômage, détérioration des ghettos, montée du crime, de la drogue et de la violence. À l'été 1977, le département du travail annonçait un taux de chômage chez les jeunes noirs de l'ordre de 35%. Une petite bourgeoisie composée de noirs s'était formée et elle améliorait les statistiques globales sur le revenu des noirs. Il existait pourtant une grande disparité entre la petite bourgeoisie naissante et les laissés pour compte. Malgré les opportunités dont avait pu profiter un petit nombre d'individus, le revenu moyen d'une famille noire ne représentait en 1977 que 60% environ de celui d'une famille blanche. Les Noirs couraient 2 fois plus le risque de mourir du diabète, 7 fois plus d'être victimes de la violence meurtrière générée par la pauvreté et le désespoir des ghettos. Au début de 1978, un article du New York Times reconnaissait que, à de très rares exceptions près, les quartiers qui avaient connu les émeutes de 1960 avaient très peu changé et que la pauvreté s'était étendue à la plupart des grandes villes. Mais les statistiques ne disent pas tout. Le racisme, qui a toujours été un phénomène national et pas uniquement circonscrit aux États du Sud, se réveilla dans les villes du Nord à mesure que le gouvernement fédéral faisait des concessions aux Noirs défavorisés, les mettant ainsi en concurrence avec les Blancs pauvres pour les rares avantages que le système leur concédait. Les Noirs que l'on avait affranchis de l'esclavage pour leur permettre de tenir leur rôle dans le système capitaliste étaient entrés depuis longtemps en conflit avec les Blancs les plus défavorisés pour les rares emplois disponibles. Désormais, avec le processus de déségrégation dans le domaine du logement, les Noirs tentaient de déménager dans des quartiers où les Blancs, eux-mêmes pauvres, entassés les uns sur les autres et mécontents, firent d'eux la cible de leur colère. En novembre 1977, le Boston Globe écrivait « Hier, les 6 membres d'une famille hispanique ont quitté leur appartement de Savin Isle, à Dorchester, après avoir été victimes pendant toute une semaine de jets de pierre et de bris de fenêtres perpétrés par de jeunes Blancs. Selon la police, il s'agirait d'agressions racistes. À Boston, le transport par bus des enfants noirs vers les écoles blanches et vice-versa provoqua une série d'agressions de la part des Blancs. Ces ramassages scolaires financés par le gouvernement en réponse au mouvement noir étaient une ingénieuse concession faite aux protestataires. Ils entraînèrent une véritable concurrence entre Noirs pauvres et Blancs pauvres pour accéder aux écoles misérables et sous-équipées que le système réservait à tous les pauvres sans discrimination. La population noire, concentrée dans les ghettos, divisée par l'émergence d'une classe moyenne noire, décimée par la pauvreté, attaquée par le gouvernement et entraînée dans un conflit avec les Blancs les plus démunis, était-elle définitivement maîtrisée ? S'il n'y eut pas à l'évidence de mouvements noirs importants durant les années 1970, une nouvelle conscience noire s'était néanmoins développée et continuait d'exister. En outre, Blancs et Noirs du Sud transgressaient les frontières raciales pour s'unir en une seule classe ouvrière confrontée aux employeurs. En 1971, au Mississippi, 2000 ouvriers de l'industrie du bois, blancs et noirs confondus, s'opposèrent à un nouveau procédé de mesure du bois qui entraînait des baisses de salaire. Dans les usines de textile de J.P. Stern, où 44 000 ouvriers travaillaient dans 81 sites principalement localisés dans le sud, blancs et noirs militaient dans les mêmes syndicats. En 1977, à Tifton et Milledgeville, Géorgie, blancs et noirs participèrent ensemble aux comités syndicaux de leur usine. Un nouveau mouvement noir pourrait-il dépasser les limites du militantisme des années 1960 en faveur des droits civiques, aller au-delà de la spontanéité des révoltes urbaines des années 1970, au-delà du séparatisme pour forger une nouvelle alliance historique entre blancs et noirs ? En 1978, il était impossible de le deviner. Cette année-là, 6 millions de Noirs subissaient le chômage. Langston Hughes se demandait ce que devient un rêve suspendu. Se dessèche-t-il ou bien explose-t-il ? Étant donné les conditions de vie des Noirs en Amérique, il risquait, comme par le passé, d'exploser.
Et parce que personne ne pouvait savoir quand elle aurait lieu, cette explosion surprendrait à nouveau immanquablement tout le monde.